parler un moment de l'odeur du livre, parce que là, je l'ai dans le nez, là. Je sens l'odeur des pages de Noces à Tipaza, enfin de Noces et de l'été, parce que ça sent un petit peu quelque chose de vanillé, là, ça sent la vanille, ça sent les épices. Ouais, un livre, je ne peux pas le lire sur une tablette. Voilà, c'est la question que j'allais poser. Non, et c'est vraiment malheureux parce que, ouais, je ne peux pas le lire. On peut en mettre beaucoup sur une tablette, c'est sûr, mais j'ai besoin que le livre, il soit un objet. J'ai besoin de le passer, de le prêter. Parce que quand je ne retrouve plus certains livres, comme tout à l'heure, là, c'est parce que je me souviens que j'ai dû le prêter. Je prête pas mal mes livres et que je récupère quand même la plupart du temps. Pas de carnet de prêt? Non. Quelle confiance. Ouais. C'est vrai qu'on ne les récupère pas toujours. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on les rachète. On les rachète, voilà. On les rachète. En poche, c'est moins cher. Et est-ce que... moi, souvent, on m'a fait cette réflexion à l'occasion de la préparation d'une rencontre. J'écris dans les livres. Est-ce que tu écris? J'écrivais, mais j'écris plus. T'écris plus? Non. J'écris que sur les premières pages, là, comme tout à l'heure. Quand je lis Sagan, je vois que je viens de faire un commentaire. Elle a pris cher, Sagan, avec moi, là. Je viens de faire un commentaire sur Sagan qui était plutôt négatif. Elle t'en voudra pas. Parce que j'avais été, non, mais peut-être pas, mais parce que j'avais été déçue de ma deuxième lecture. Et puis finalement, quand je lis sur la page, je vois que j'ai mis quelque chose de positif. Alors là, je ne comprends pas. C'est peut-être une troisième lecture. C'est peut-être une troisième lecture. Ou alors il y avait un peu de schizophrénie en moi. Enfin, il y a quelque chose comme ça, en tout cas. La première question que je voulais poser parce que c'est pas commencé? Non, le temps qu'il enregistre. D'accord. La première question que je voulais poser vraiment, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie d'accepter notre invitation, d'être notre première autrice invitée? Je sais pas. Et ben voilà la réponse. Tu es venu me voir au château de Quintin quand on organisait le salon du livre. Oui, oui, oui. Tu m'avais téléphoné avant, tu m'avais dit nous allons passer. Bon, alors vous étiez passés tous les trois. Et j'ai dit oui, dans un moment d'inconscience, tout simplement, je crois. J'étais dans un... Je dois dire que je prenais des anti-inflammatoires à cette époque. Oui, oui. Et je pense que j'étais dans un moment d'inconscience. Et c'est vrai que généralement, je n'aime pas trop qu'on rentre chez moi. Mais non, et je comprends. Je n'aime pas trop ça. Je veux dire, j'invite, donc là, c'est normal. Je n'aime pas trop des intrusions chez moi. Et surtout, c'est pas pour moi, c'est pour mes chats. Et c'est parce que mes chats ne supportent pas de voir des étrangers, pour eux, c'est des étrangers, des inconnus arriver chez moi. Donc, je préserve l'intimité de mes chats. Oui, tu m'avais même envoyé un message le jour même. Oui, pour ne pas sonner. Ne pas sonner parce que les chats dorment. Donc on a fait très attention. Oui, les chats détestent la sonnerie de toute façon, donc je ne veux pas qu'on sonne. Les gens rentrent chez moi, enfin quand je dis vous voulez venir, rentrez directement. Oui. Et non. Et d'ailleurs, il y a un qui passait, Jocelyn nous a dit qu'il y avait un chat, c'est Rasputin, il est passé, repassé, mais il n'apparaît pas dans l'écran. Mais les autres s'étaient tenus bien à distance. Je pense que on a vu Violette. Ah, il y a Violette aussi. On l'a vue, mais elle s'est vite éclipsée. Carapatée en se disant, oula, c'est pas pour moi. Oui, alors je sais pas. Donc ta question, toi, je crois que j'ai répondu oui dans un moment d'inconscience, mais je regrette pas, même si en m'écoutant, en regardant, je vois tous ces objets qui traînent, parce qu'on parle des livres, mais il y a énormément d'objets. À un moment, il y a une tête de mort à côté de Kamel Daoud. Il y a un oiseau, il y a beaucoup de crucifix. Alors moi j'en ai parlé. Donc, il y a des bâtons de marche. Oui, non, c'est des bâtons, des bois flottés. Des bois parce flottés. Que je crois que la bibliothèque, c'est aussi des endroits, il y a encore d'autres objets maintenant, c'est aussi un endroit où je mets des objets que j'aime, des objets de... Il y a cette grosse nana aussi sur son socle, là, et là je venais de l'acheter en plus celle-là, et je l'aimais bien, et je les mets avec les livres. Je crois qu'il n'y a pas que les livres, il y a aussi les objets qui vont avec. Tu disais l'objet livre, mais les objets, tous les objets. En fait. Je suis très matérialiste, pour ça que je vais emmener des livres dans mon cercueil. Oui, les objets aussi peut-être. Oui, j'ai déjà fait une liste. J'ai fait une liste des objets que je veux dans mon cercueil. Voilà, je prends un cercueil à deux places. C'est comme ça qu'on faisait dans la civilisation égyptienne. Bien sûr, on partait avec ses chats. Avec ses chats. Peut-être que j'emmènerai mes chats. Oh, peut-être. Mais ils vont mourir avant. Pas normalement. Dans la vidéo, là, on a eu la chance que tu évoques ton rythme d'écriture. Donc pendant les mois sombres, si j'ai bien compris, les mois noirs, je lis. Tu lis. Oui, et d'ailleurs, je l'ai pas. Peut-être que ça a été coupé, mais je pense que je le dis souvent que j'écris en montée de sève. En fait, j'écris à partir de avril,
quand ça commence à bourgeonner dans la nature. Moi aussi, je bourgeonne à ce moment-là. Donc avril jusqu'à septembre. J'écris de avril à septembre. Après, je n'écris plus. Je peux relire ce que j'ai écrit, corriger ce que j'ai. Je peux faire des corrections, mais je peux pas produire du nouveau. Donc j'écris pas. J'écris pas du tout en hiver. J'ai besoin d'une belle lumière. Cette année, j'étais un peu frustrée parce que l'été n'était pas beau. L'été n'a pas été beau. J'ai pas réussi à faire ce que je voulais faire. Et puis bon, j'ai été opérée des yeux entre-temps aussi, donc forcément, j'avais pas la bonne vision. Mais là, j'ai été frustrée. Donc pas d'écriture cette année. Non, alors. non. J'ai un livre qui est terminé, mais je l'ai gardé en. Je devais le relire, mais c'était travailler sur l'écran, j'avais pas envie. Et la relecture peut se faire en mois sombre? Oui, elle pourrait se faire en moisson, mais il me faut beaucoup d'énergie et je sentais que l'été n'a pas apporté l'énergie dont j'avais besoin. J'ai manqué de soleil. Enfin, je ne suis pas la seule, hein, mais j'ai manqué. Je suis très, je crois pas très cyclique. Cet été. Oui. Je suis comme comme les animaux en fait. Moi, j'hiverne. L'hiver, hein, si je pouvais ne plus aller travailler, je ne travaillerais plus parce que je trouve que c'est aberrant nos systèmes où on commence à la même heure le matin, que ce soit l'été, le printemps, l'automne, l'hiver, et on finit à la même heure. Et là, l'horreur, là, je vois arriver avec horreur les mois noirs. Corbière en parle très bien dans sa poésie, Tristan Corbière, parce que je vais aller à l'école et déjà je le sens, il fait nuit. Oui. Là, il fait nuit et je vais rentrer, il fait nuit. Alors ça, c'est un truc. Je comprends pas pourquoi les gens se suicident au printemps alors qu'ils devraient plutôt se suicider en hiver. On va leur dire. Oui, il faudra dire. On va faire passer le message. Mais c'est vrai que donc je lis. En revanche, je lis beaucoup. Je lis beaucoup de BD. Oui, lectrice invétérée. Oui. Alors c'est dommage parce que je parle de Pontus, mais je savais pas à ce moment-là que l'album graphique, l'adaptation de À la ligne sortirait. Là, il est sorti cette semaine. Et d'ailleurs, on va en faire la promotion avec le libraire la semaine prochaine. Le dessinateur vient, Clotilde Brito vient aussi faire son spectacle. Et là, je suis très contente parce que c'est un auteur vers lequel je suis revenue. Oui. Et ça, c'est parce que je voyais trop de gens dire c'est génial, j'adore. Et moi, j'avais l'impression que j'étais passée à côté. Et quand je l'ai relu, et que je me suis dit, tiens, je vais pouvoir le mettre à mes élèves. Je l'ai fait quand même 3 années de suite. Vous allez dire, une grosse feignante, elle fait 3 fois le même livre. J'en fais d'autres, hein, de toute façon aussi. J'alterne. Et là, je me dis, ce livre-là, c'est magnifique. Rien que le début déjà, et puis c'est plein de références littéraires. Hein. Alors c'est ça qui ça les bloque peut-être. Ça les bloque les élèves parce qu'ils voient pas Peggy, ils voient pas qui c'est Charles Peggy, ils voient pas qui même les chanteurs qu'ils citent parce qu'ils citent beaucoup de chansons, ils voient pas non plus. Alors c'est vrai qu'ils ont pas, comme ils disent, nous on n'a pas la ref. Hein. Et c'est vrai que même moi quand je fais des plaisanteries, ils ont pas la ref non plus. Alors on est comme ça, on un dialogue de sourds. En fait, je parle à des gens qui ne me comprennent pas et moi je ne les comprends pas non plus. Mais on n'est pas de la même génération. Oui, ils sont du 21e, pas nous. Oui, c'est des bébés, les bébés 2009. Là, ils sont nés en 2009, là. Ouais. Ça se voit. Hein. Oui. Je sais pas, je dis des fois, c'était une bonne année en vent, je ne suis pas sûre. Et c'est difficile, oui, moi, pour avoir... c'est difficile de les faire aimer, les livres. Est-ce que la lecture à voix haute, parce que Ils n'aiment pas lire à voix haute. Oui, parce qu'ils n'aiment pas, parce qu'ils se rendent compte que moi je les respecte pas la ponctuation par exemple. Ils ont tendance à lire trop vite. Mais après il y a toujours des volontaires quand même. Oui. Hein. Et les volontaires, on sent qu'il y a un plaisir. Mais ils sont peu nombreux par rapport à ceux qui préfèrent ne pas lire. Mais c'est aussi le regard des autres. Oui. Hein, voilà, c'est. je ne vais pas parler de mon métier de prof, hein, je ne crois pas que ce soit le. Non, mais c'est l'accès à la littérature. Mais j'ai fait des lapsus là qui m'a fait rire aussi, parce que j'ai fait quand même 2 fois des lapsus liés aux élèves. Ouais. Oui. Et quand j'ai dit les touristes, alors ça m'a fait rire, parce qu'il y a comme des élèves qui sont des touristes. Hein. Oui, il y en a. Mais bon. Les sources d'inspiration, on a vu, les faits divers, on a entendu. Ouais. Donc, il y a les journaux. Oui. Les revues. Oui, je lis Le Monde en ligne tous les matins. Et aussi des documentaires ou des émissions sur le net ou... Justement, là, je parle du Monde en ligne. En lisant Le Monde en ligne, c'est comme ça que j'étais tombée sur cette pratique au Malawi, là, le Kusasa Fumbi, une pratique de défloration des jeunes filles à leurs premières règles. Ça, c'est pour le festin des hyènes. C'était pour le festin des hyènes, oui. Et après, je suis venue au documentaire, parce qu'il y a eu un documentaire sur Arte, je crois, ou sur la 5, parlant
parlant de ces fameux hommes hyènes. Et donc voilà, c'est vraiment, j'ai dans mon bureau, là vous n'étiez pas dans mon bureau, vous étiez dans mon séjour. Dans mon bureau, j'ai des étagères et des classeurs de documents. Et quand un livre est sorti, je jette tout ce qui a trait à ça. Tout ce qui a trait à ça. Et là, je suis un peu embêtée parce que quand Les putes sont des hommes comme les autres est sorti donc à la fin du mois d'août. Là, je disais septembre parce que je ne savais plus trop quand ça allait sortir. C'est sorti le 23 août. Oui. Quand il est sorti, j'avais acheté le DVD de Carole Roussopoulos qui s'appelle « Les prostituées lyonnaises parlent ». Et en jetant toute ma documentation, je crois que j'ai jeté le DVD aussi. Mais j'ai pas fait exprès, là, en revanche. C'est un petit DVD de 50 minutes et je crois que je l'ai jeté parce que quelqu'un me l'a demandé et je le trouve plus. Donc je crois que j'ai tout jeté. Je jette, au fur et à mesure que le livre est publié, je jette la documentation. Parce qu'autrement, ça fait... il y a trop de choses, il y a trop de papier. Donc la chaise numéro 14, c'était aussi un fait divers. Non. Là, c'était plutôt l'épuration. C'était Louis Guillou. En fait, c'est Louis Guillou. Je suis venue à la chaise numéro 14 grâce à Louis Guillou parce que j'avais lu Okedjo. Et en lisant Okedjo, à un moment, il y a une scène de tonte à Saint-Brieuc. On sort une servante d'auberge, on la sort, on l'installe sur une chaise, on la tond et puis hop, elle disparaît du champ en fait. On la voit plus. Et on n'en parle plus de cette scène. Et moi, je me dis, ce serait intéressant, donc c'est comme un fait divers finalement, ce serait intéressant de faire revenir la femme dans la lumière. Et donc, je la prends pas servante d'auberge, mais je la prends fille d'aubergiste, puis même associée à son père, et je l'accompagne, et je reprends cette chaise aussi, parce que cette chaise bistrot, là, la chaise 14, je la reprends et je l'accompagne dans son périple, dans cette volonté d'obtenir réparation. Presque une vengeance, en fait. C'est une vengeance, mais pas avec les armes des hommes que les hommes ont utilisées pendant la guerre. C'est quelque chose de beaucoup plus pacifique. Chaise 14, pourquoi 14 ? Chaise numéro 14. Parce que... Les 14. Alors, c'est la chaise bistrot. Elle s'appelle la chaise... c'est la chaise Michael Tonnet. C'est la chaise bistrot, la chaise numéro 14, parce qu'il fallait 8 vis et 6 pièces en bois. Je crois que c'est ça. Ou l'inverse. Pour faire la chaise. Pour faire la chaise. Donc, elle s'appelait la chaise estampillée numéro 14. C'est la chaise 14. Et le rigoleur dans À l'angle du renard. Parce que sombre personnage et attachant en même temps. Oui, c'est très attachant. C'est un roman noir. C'est un roman noir. J'en écris quelques-uns, même si j'en lis beaucoup aussi des romans noirs et pas des polars, mais des romans noirs. Ouais, alors ça vient de loin. Ça vient de mes vacances chez mes grands-parents. Je fréquentais ce genre. Enfin, je fréquentais pas, mais j'étais une petite fille timide, introvertie, je parlais pas. Ça m'étonne toujours de pas la même, sûrement, je sais pas, ils ont dû la changer. Et surtout, mes grands-parents me traînaient chez des vieilles personnes que je voyais, moi, des vieilles personnes, avec la terre battue dans les maisons encore, j'ai connu ça, voilà. Et je tombais sur des espèces de taiseux à casquette, là, et je dois dire qu'il y en a un particulièrement qui m'a fait peur. Je n'aurais pas voulu me retrouver seule avec lui. Et ça, c'est remonté, et je vois que c'est mes vacances chez mes grands-parents. D'où les personnages d'enfants autour du rigoleur, puisqu'il y a Louise, non, c'est Louis le garçon, Louis, et puis qui parle pas parce que c'est Louis, et puis Juliette, la petite fille qui parle tout le temps. Et d'ailleurs, même le rigoleur dit qu'il n'a pas besoin de son transistor, parce que la gamine, elle fait transistor, elle parle tout le temps. Et oui, ça vient vraiment de ça. C'est une espèce de... c'est vraiment hommage. Ça vient des entrailles quand même. Je dois dire qu'il fallait que ça sorte. Et moi, ce livre-là, les gens quand ils le lisent, ils ont deux réactions. Il y a ceux qui ont peur, qui n'aiment pas du tout le bonhomme, et d'autres qui trouvent qu'il est très drôle. Oui, moi je le trouve très drôle. Alors moi, je l'ai écrit, j'en avais peur, j'en ai fait des cauchemars. C'est un exutoire, je crois, à ce moment-là, ou une catharsis plutôt. Et puis, je l'ai relu quand il est sorti en poche, parce que je lis jamais mes livres quand ils sont objets livres. Oui. Parce que je les ai tellement lus pour les corriger en tapuscrit que j'ai absolument plus envie. Je suis dégoûtée, je veux passer à autre chose. Et donc j'ai été obligée de relire À l'angle du renard. Je me souviens, j'allais au Luxembourg et j'étais dans le train et je devais en parler devant des jeunes, des élèves qui le lisaient là-bas. Et donc, je me suis dit, ce serait bien quand même que je le relise. Et là, je me souviens, je suis dans le train en train de le lire et j'éclate de rire. En fait, je n'ai fait que rire en lisant le livre. C'était terminé, il me faisait rire. Ce bonhomme me fait rire. Et je trouve qu'il a tellement raison de faire tout ce qu'il fait. Il tue plein de gens, c'est pas un problème. Oui, il a,
à chaque fois, je lui trouve une légitimité à Je le tuer. trouve drôle. Il est drôle, oui, il est drôle. Mais il n'aime pas qu'on rigole sur son patronyme, le rigoleur. Mais il est très drôle, oui. Il est chatouilleux sur le patronyme. Ah oui, oui, parce qu'il porte un nom qui n'est pas facile à... Mais en plus, c'est une erreur parce que, moi je ne parle pas le breton, mais le rigoleur, en fait, c'est celui qui nettoie les rigoles. C'est le cantonnier. C'était le cantonnier du village. Enfin, je veux dire, s'il y en avait encore des cantonniers, il y aurait peut-être moins d'inondations dans nos villes. Parce que c'est celui qui nettoie les rigoles. Et le rigoleur vient de là, en fait. C'est pas du tout rien à voir avec rigolo, etc. Mais effectivement, quand on est jeune, quand on est des enfants, et moi je porte un patronyme qui n'est pas facile à porter, je ne parle pas de Juel, parce que ça c'est l'écrivain, mais j'ai un autre nom, mon nom c'est le nom du père, en fait, c'est Le Chanu. Et quand j'étais petite, à l'école, on n'a pas arrêté de m'embêter avec mon prénom, avec mon patronyme, c'était Le Chanu, Minet sans poil, poil au tout nu, etc. J'en pouvais plus de ça. Ah non. Et donc, je pense que j'ai transposé dans le rigoleur cette haine, d'abord... De la bêtise. Ouais, oui, et puis voilà, donc, la haine de la bêtise, mais la haine aussi la faute du père qui donne un patronyme qui n'est... Enfin, on supporte un patronyme qu'on n'a pas choisi, mais de toute façon, on n'a pas choisi son nom non plus, on choisit rien. Alors, si bien que quand j'ai été publiée la première fois, quand j'ai dit à mon père, qui est toujours de ce monde, quand je lui ai dit, ben voilà, papa, je vais être publiée, je crois qu'il serait content, parce que je vous ai bien dit dans la vidéo que c'est l'origine de la lecture et de l'écriture, c'est mon père. Oui. C'est-à-dire, c'est vraiment lui qui m'a mise sur cette piste-là. Et donc, quand je lui ai dit, c'était La Verticale de la Lune qui sortait chez Zulma à ce moment-là, et quand je lui ai dit, je vais être publiée, il m'a même pas dit, bravo ma fille, je suis fière de toi. La première chose qu'il m'a dite, une question, sous quel nom ? C'est là que je me suis dit, en fait, je pense qu'il a... Il a subodorer. Il a dû penser que je réglais des comptes avec la famille, peut-être, comme beaucoup, on règle des comptes avec leur famille, quelquefois, quand ils se mettent à écrire. Et c'était pas du tout ça, mais il n'avait pas lu ce que j'avais écrit. Donc, et puis après, quand le livre a été publié, il m'a dit, oh, mais tu sais, tu aurais pu garder ton nom. J'ai dit, c'est trop tard. Moi, j'ai pris le nom de mon village. Donc, j'ai raccourci parce que c'est la ville Juel. Donc, j'ai pris simplement Juel. Et j'aimais bien ce mot parce que il y avait le jus, c'était la sève, l'encre, enfin le truc, ouais, c'est ça, le jus. Et puis il y avait elle, il y avait aussi la J. Mais maintenant je regrette parce que j'aurais dû mettre Juel, j'aurais dû mettre 2 LE. Mais bon, c'est trop tard. Mais on l'entend, Juel. On entend elle. Oui. Mais je crois que j'aurais bien rajouté 2 LE. Enfin, un autre L et puis un autre E. Le côté féministe. Ouais, maintenant beaucoup plus qu'à l'initiative du livre. Bah, quand j'étais jeune, j'étais très féministe. Après un moment, j'ai pensé qu'il n'y avait plus besoin de l'être. On pouvait baisser la garde. Non. Et puis finalement, je crois qu'on ne peut jamais baisser la garde. Et donc je le suis à nouveau. Et c'est pas un gros mot. Comme le mot pute d'ailleurs. C'est pas un gros mot non plus. Non plus. Non. Il y a une petite question aussi qu'on n'avait pas pensé poser pendant le tournage de la vidéo. Tu ne parles pas de voyage, tu ne parles pas de résidence de création. Et je me suis demandé, où tu écris dans la véranda ou dans le bureau Je bouge avec le soleil. Voilà, pendant les mois... Trois endroits différents. Pendant les mois clairs. Ouais, les mois clairs. Mais jamais tenté par une résidence de création ? Non. Non, parce que d'abord, je suis prof et c'est très difficile, les résidences. En été oui, et souvent c'est 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois. Oui. Le problème, c'est que moi, je suis réquisitionnée pour le bac et ça s'arrête vers le 11 juillet, parce qu'on croit toujours qu'on a 3 mois de vacances, c'est complètement faux. Donc moi, ça s'arrête vers le 11 juillet et je reprends vers le 28 août. Oui. Donc déjà, c'est compliqué de poser des mois, alors que j'ai pas 2 mois de vacances, même pas. Enfin, je vais pas me plaindre non plus. Et puis en plus, j'ai mes chats. Je peux pas partir avec mes chats ou sans les chats. Enfin, je vais pas les bouger. Et puis, plus je vieillis, moins j'ai envie de bouger. C'est toujours je suis très contente d'être invitée dans la région à 1 heure d'ici, ça me va très bien. Parce qu'après, c'est une angoisse pour moi de prendre un train, de prendre un avion. En fait, le mouvement. J'ai horreur du mouvement. Je deviens de plus en plus chat, en fait. De plus en plus chanu, en fait. Le chanu. Je bouge de moins en moins, je supporte pas le mouvement, ça m'effraie, j'ai l'impression d'être disloquée, éparpillée quand je pars comme ça, je suis plus chez moi, je suis très territoriale, et donc les résidences d'auteur, peut-être que j'en ferai, mais après la retraite, enfin quand je serai, après la retraite c'est quoi? La mort? Et oui, ce sera le cercueil avec tout dedans. Ah oui, c'est ça. Donc, alors, avant la mort, je serai retraitée. Et après quand je partirai en retraite, mes chats seront peut-être décédés à ce moment-là aussi morts, parce qu'ils commencent à être un peu âgés, peut-être que là je bougerai, peut-être, mais j'en suis même pas sûre, parce que je suis, le mouvement est quelque chose d'antinomique, je peux pas.
C'est rédhibitoire, je ne peux plus bouger. D'ailleurs, l'essentiel des livres se passe dans la région aussi. Alors là, justement, ça, je reviens là-dessus. Là. Oui. Sauf le Malawi, là. Parce que et le Malawi. Ouais, mais non, parce que quand j'ai publié mon premier roman, je me souviens que je n'ai pas voulu envoyer mon roman à des éditeurs en Bretagne. Parce que je ne voulais pas être cataloguée écrivain régionaliste. Oui. Des fois, on dit la locale de l'étape. Donc, l'écrivain local, l'écrivain régionaliste, l'écrivain, parce qu'en région, ça irait encore, mais l'écrivain régionaliste. Ça, surtout pas. Donc, j'ai envoyé mon livre aux éditions Zulma et à peu près une dizaine d'éditeurs comme ça. Sans savoir que je faisais que Zulma s'était tiré d'un poème de Tristan Corbière. Les éditions Zulma, je l'ai su après en rencontrant Serge Safran. Il me dit, moi je sais que vous avez fait une thèse sur Tristan Corbière, mais vous savez que notre maison d'édition, elle vient de le poème de Tristan Corbière qui s'appelle Azulma. Et là je me dis, ah ouais, donc je revenais à mes amours de fac. Et puis après j'ai envoyé mon deuxième roman Azulma, mais ils étaient en train de se séparer, Serge Safran et puis... Il a créé sa propre maison d'édition, oui. Mais elle n'était pas encore créée à ce moment-là. Et donc, j'ai envoyé au Rouergue mon deuxième roman. Et à partir de là, j'ai fait mon chemin avec eux. C'est comme il y a à peu près une dizaine de bouquins ou 9 bouquins chez eux. Oui. C'était mon éditrice principale jusqu'à que Sylvie Gracia s'en aille, parce que ça bouge beaucoup aussi dans la maison d'édition là-bas. Elle est partie à l'Iconoclaste. Et depuis, ça a cassé un peu le truc. C'est pas la même. C'est pas le même esprit. J'aime bien Nathalie Desmoulins, mais Nathalie Desmoulins, c'était la collection noire, en fait, c'était le polar. Oui. Elle fait très bien son travail, c'est pas le problème, mais beaucoup d'auteurs, en fait, n'ont pu trouver leur compte là. J'ai essayé avec le Malawi, avec le Festin des hyènes et La femme murée, c'est les deux romans qui sont sortis au moment où Nathalie Desmoulins a pris les rênes, mais il y a quelque chose de cassé. C'était comme un divorce, en fait. J'ai divorcé de Sylvie Gracia. Pas accompagnée de la même façon. Ouais, c'est pas pareil. C'est vraiment un mariage avec son éditeur. Hein. Il y a un mariage. Et quand elle m'a annoncé qu'elle partait, je suis restée un petit moment sans écrire, d'ailleurs. Parce qu'on écrit, parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui nous accompagne dans l'écriture. Oui. Et elle fait à l'Iconoclaste du bon boulot. Et tout le monde me dit, mais pourquoi t'es pas partie à l'Iconoclaste? Je dis, elle n'allait pas emmener tous ces auteurs du Roi à l'Iconoclaste. Si elle a quitté, c'est aussi pour créer un nouveau. Oui, c'est pas la même sérail, maison. Oui. Puis c'est pas la même maison d'édition. Quand moi je lis des bouquins de l'Iconoclaste, c'est pas du tout les auteurs du Rouergue. À part une ou deux, mais c'est pas les mêmes. Alors celui-ci, c'est un pas de côté. Le pas de côté d'avoir l'éditeur avec nous aujourd'hui. Oui. Donc heureusement que j'ai pas dit de mal. Hein. Parce que je me dis Jean-Marie Goetter est dans la salle et moi je suis en train de parler de Jean-Marie Goetter. Il ne savait pas que tu en parlais dans la vidéo. Mais même moi je ne savais plus parce que... Donc ce livre-là, tu as bien expliqué les origines, comment tu l'as... Moi, ce qui m'a intéressée vraiment, c'est l'organisation romanesque. Oui. On démarre avec Mike Brandt. Ouais. Ensuite, on a 5 portraits de femmes, 5 cas d'école de prostitution, 5 femmes prostituées. Oui. Et puis ensuite, c'est le déroulement de cet événement, leur retranchement dans l'église Saint-Dizier, je crois, c'est ça. À Lyon, dans le centre de Lyon. En parallèle, on a la réaction de l'évêché. En parallèle, on a les médias. Et on voit une journaliste qui existe en vrai. Donc il y a la fiction, mais il y a aussi la réalité. Oui. Parce qu'il y a la documentariste dont tu as peut-être jeté le DVD qui arrive dans le livre. Je l'ai racheté, c'est pas grave. Voilà. Oui. Là, justement, c'est pas un livre écrit en Bretagne, ni sur la Bretagne. Alors, il est édité en Bretagne, en revanche. Mais il ne parle pas de la Bretagne. Il parle de Lyon, puisque c'est à Lyon que se passe ce mouvement de révolte des prostituées. J'ai commencé par Mike Brandt parce que, d'abord, très vite, il y a une des prostituées qui est une fan de Mike Brandt. Et j'ai voulu faire le parallèle entre le fait que le chanteur Mike Brandt, il avait un producteur, et le producteur, c'est un peu le proxénète du chanteur. Parce que il y a l'abattage, hein. Il faut produire des disques, il faut faire des shows, il faut faire des émissions de télé, et quelque part, et surtout ce producteur-là, le producteur de Mike Brandt, il a été vraiment un pourri, c'est-à-dire qu'il l'a saigné, il lui a pris il l'a exploité, il lui a pris tout son argent, et c'est un peu ce qui se passe aussi quand des proxénètes prennent leur part du gâteau avec les prostituées, mais aussi les flics qui mettent à l'amende
demande les prostituées. Donc forcément, là, donc Mike Brandt, faut lire le premier chapitre pour comprendre l'utilité de Mike Brandt, qui revient régulièrement qui revient. C'est un leitmotiv. C'est un leitmotiv, ouais, j'aurais pu le mettre plus, mais bon, je voulais pas non plus. À un moment, je me suis même demandé si j'allais pas écrire un livre sur Mike Brandt. Alors, c'est vrai que j'ai énormément de documentation sur Mike Brandt que j'ai jeté, et je fais partie d'un forum de discussion des amis de Mike Brandt. Mais moi, je discute jamais parce que je suis pas une fan, mais simplement j'avais besoin d'avoir accès à pour sentir la personnalité du chanteur. Et puis j'en ai écouté des chansons, mon Dieu, c'était horrible parce qu'après je les avais dans la tête. C'est le genre de chanson qu'on a quand même dans la tête, qui saura, c'est ma prière, enfin bon. Et même à un moment, les prostituées, l'avant-dernier jour de leur retranchement, réclusion, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais elles font la fête, elles écoutent de la musique. Oui. Il y a Gigi Lamoroso, parce que c'est l'époque de Dalida là aussi, et puis il y a Mike Brandt, bien sûr, parce que elles font la fête, elles chantent, elles dansent sur Mike Brandt, parce que c'est l'époque qui veut ça. Et puis ce qui m'intéressait aussi, Mike Brandt, c'est il a fait la une quand il s'est défenestré, quand il a été. Bon, ça c'est aussi un mystère. On n'est pas sûr on ne sait pas pourquoi il s'est suicidé, mais est-ce que c'est un suicide ? J'ai lu beaucoup de choses sur le fait que ce soit pas forcément non plus un suicide. Et ce qui m'intéressait, c'est que les médias ils s'emparent d'un fait. Ils vont le porter au pinacle, ils vont en parler beaucoup. Et puis à un moment, un autre fait divers en chasse un autre. Oui. Et là, c'est pareil, finalement, je fais une allusion au fait que Mike Brandt, Mike Brandt est mort et tout le monde est triste, enfin tous ceux qui l'aimaient. Et à un moment, je mets à l'affiche du cinéma Le Ranelagh, un ange passe, le visage sépulcral de la chanteuse Nico en gros plan, parce qu'un chanteur peut en cacher un autre. Comme l'actualité de cette année 75 se chargera de chasser des grands titres des tabloïds, la première révolte des prostituées françaises menée par Ulla. Et en fait, il y avait un épilogue. Pour montrer que l'actualité, on passait à autre chose. Parce qu'à un moment, il y a Guy Dru qui gagne, je ne sais plus quoi, le 100 mètres haie. 110 mètres, mais 2 fois il le gagne. Oui. Et il y avait un fil conducteur aussi avec les terroristes de Septembre Noir. Mais à la demande de Jean-Marie Goater, d'abord, au début, il m'a dit, parce que c'est ça aussi le travail d'un éditeur, d'accompagner son auteur, il m'a dit, on pourrait très bien se passer de l'épilogue. Alors au début, j'ai dit non. J'ai dit non parce que, puis comme je suis maître de mon texte, normalement, il m'avait laissé quand même toute latitude. Et puis j'ai réfléchi, j'ai relu le dernier chapitre en me disant, c'est vrai que le dernier chapitre, il y a on se prend un peu une claque là, et je me dis c'est bien de terminer par ça, parce que je voyais déjà les critiques, même si j'en ai pas eu beaucoup, je voyais déjà les critiques, mais qu'est-ce que Guy Dru vient faire ici ? Et donc je me suis dit, laissons tomber Guy Dru. En plus, Jean-Marie Goater avait eu une parole drôle, parce qu'il m'avait dit, si c'est pour coller aux Jeux Olympiques, ouais c'est vrai, mais c'était pas du tout pour coller aux Jeux Olympiques. J'avais des raisons, j'avais expliqué dans un mail d'ailleurs les raisons pour lesquelles je voulais conserver cet épilogue. Puis finalement, je l'ai enlevé, alors qu'il ne me demandait plus rien, je l'ai enlevé de moi-même. J'ai décidé que oui, il fallait. Je le garde. Effectivement, le dernier paragraphe. Ouais, je pense qu'il faut terminer. C'est bien. Voilà, ouais, je crois aussi. Ouais. Je crois qu'il fallait terminer sur quoi je termine. Eh bien, oui, on va pas le dire. On va pas divulguer. Ah non, on divulgage pas. Mais avant qu'on passe aux questions, j'espère que vous avez plein de questions. Est-ce que tu veux bien, pour qu'on entende la musique du livre, lire ce passage, moi, qui me paraît être important. Ok. Ah oui, parce que là, on n'est pas encore dans l'église, alors. Non, on n'est pas encore dans l'église. 29 mai, 7 rue du Plat, locaux de la Chronique sociale. C'est le titre. Elles sont 3. 3 filles à sortir d'un même pas du square Jeannot. Une certaine arrogance dans leur façon de se déplacer, à pas vifs, bras dessus, bras dessous, unies, bravaches, comme pour désamorcer les regards réprobateurs. Les talons de leurs bottes attaquent l'asphalte, sèche. Leurs jupes tournent gracieusement pour accompagner le balancer de leurs hanches. La plus jeune porte des cuissardes rouges. Elle mâche un chewing-gum. De grandes paires de lunettes de soleil aux montures rouges pour elle, violettes pour l'autre, blanches pour la dernière, mangent une partie de leur visage. Derrière les verres fumés, on distingue mal leurs yeux. Un foulard aux couleurs vives sur leurs cheveux. On ne peut pas les reconnaître. Un chemisier dont elles ont noué les pans au-dessus du nombril découvre leur ventre plat et musclé. Elles font la même taille. On dirait 3 sœurs. Des passants se retournent sur leur passage. Un homme en voiture sur lequel Tilsit les siffle depuis sa vitre baissée. Un autre les interpelle.
Ensemble, pour regarder, c'est combien ? Trop cher pour toi, mon lapin, lui répond Sylvie. Une femme, sur le pas d'un commerce, les traite de dévergondés. Elle rigole. Camarade dévergondé, s'exclame Colette, point levé, à qui l'injure est un compliment. Moi, j'arrête là. Oui. Ouais. Ça donne la teneur, le ton et le style, l'écriture très alerte de ce livre. C'est pas l'écriture. Les dialogues. C'est pas mon écriture habituelle. Non. Ouais, c'est vrai. Mais ça rend bien compte du mouvement du livre, puisqu'il y a 10 jours, on arrive à ces 10 jours, ça va durer que 10 jours, Oui. et il y a une urgence dans cette Oui. manifestation, dans cet événement, relayé par les médias, la télé qui attend. Et qui fait tache d'huile aussi, qui parce fait tache qu'il y a d'huile d'autres en prostituées Paris, qui rentrent dans des Voilà. églises, Marseille, Grenoble, Paris, oui. Oui. Bizarrement pas le nord-ouest de la France, je sais pas, il n'y a pas eu de prostituées Non. rentrant dans une église à Rennes, en tout cas, faisant Et cette donc grève. ce rythme-là traduit cette urgence-là aussi dans Oui. l'écriture. Oui, mais j'aimerais lire un extrait, parce que Avec plaisir. Hélène a choisi un extrait, mais moi je lis le même extrait à chaque fois qu'on me demande de lire un extrait. On est dans l'église, c'est le 2e jour d'occupation, je vais juste vous lire... Et puis il y a des slogans aussi, là par exemple, deuxième partie, l'occupation. Il faut quand même savoir que je suis allée voir des slogans de l'époque, femme boniche, femme potiche, femme affiche, on en a plein les miches. Après, c'est des slogans de manifestations féministes. Hein. Que fait la police ? La police, elle nous viole. Que fait la police ? Elle dit qu'on ment. Mais que fait la police ? Elle raquette les putes. Mais que fait la police ? Elle nous arrête. Hein, j'ai pas été les inventer, ceux-là. J'en ai inventé certains, mais pas ceux-là. Donc là, ouais, c'est le premier jour d'occupation, dans le 2e jour d'occupation. Oui, quand elles ont pris leur marque. Ouais, elles ont dormi déjà une fois dans Oui. l'église. 3 juin, église de Saint-Nizier, 2e jour d'occupation. C'est officiel, elles sont désormais plus d'une 60aine dans la place, sans compter les militantes féministes, et davantage dehors pour les soutenir. Au fil des jours, les journaux parleront de 80, 100, 150, voire 200 prostituées. Sur une proposition du NI, le correspondant de Libération passera ses journées avec les filles. Ulla et Barbara ont donné leur accord. Les pères Louis Blanc et Béal ne s'y sont pas opposés. Claude Jaguet couvrira la grève de l'intérieur. Il lui donnera une visibilité nationale. Le mouvement de révolte des prostituées lyonnaises doit interpeller chaque concitoyen. Il doit questionner la société. Au fond, qui connaît leurs conditions de vie ? Trop de clichés circulent sur elles, des fantasmes perdurent, une charge érotique qui occulte la réalité sordide, cachée et tue. Pour celles qui sont maquées, c'est 6 à 7 clients par heure. Un homme tous les 9 minutes. L'abattage en somme. Bonjour, bonsoir, braguette ouverte, braguette fermée, avec ou sans capote. Entre, c'est ouvert. Sort, ça a eu son compte. Pas de chichi, pas de blabla. Pause cigarette express. Parfois, il faut choisir entre tirer 2-3 tafs ou se rincer le bénitier. Pire qu'à l'usine. L'engrenage surtout. Bonne cassa. Tapine et tais-toi. Payer les amendes, donner son pourcentage au marlou, au mari proxénète, se faire dévaliser par un miché, un vicelard, un repenti du bénitier sitôt la passe passée, tabasser par un bonhomme qui hait les bonnes femmes, proie versus prédateur. L'homme est un loup pour la fille, sempiternelle guerre des sexes, exacerbée ici par le fric, dominant-dominé, bourreau-victime, nanti-vicelard, fille tombée dans le ruisseau. Les filles, elles, toujours le cul entre 2 chaises, paria à la marge, huées, conspuées, chienlit, mauvaise graine, traînées. Tout ça finira, c'est fatal, dans le caniveau. Fichées par les flics à vie, moins bien traitées qu'un chien, elles disent, qui n'ont que ce qu'elles méritent, ils disent. Des vicieuses. Puis ça continue. Enfin, c'est pas tout et pas comme ça, hein, quand même. C'est quand même à lire. Ouais, oui, c'est à lire, absolument. Et puis j'ai cru comprendre en assistant à d'autres rencontres que j'étais à Quintin avant-hier et il y avait des femmes du planning familial qui étaient là et puis elles voient beaucoup de prostituées passer, les voir. Elles disaient qu'il y a qu'en lisant le livre, elles trouvent qu'il y a des choses qui n'ont même pas changé. C'est-à-dire qu'on est bientôt 50 ans après, il y a plein de choses qui n'ont pas changé. Malheureusement. Oui, malheureusement, le regard de la société sur la prostitution. Oui, malheureusement, oui. Alors, ça va être à votre tour. Oui. Fabienne va se reposer un petit peu. Il y a, comment dirais-je, l'aspect de la bibliothèque. Ça, ça peut donner des questions. Et puis le dernier livre. Ensuite, eh bien,
Elle pourra vous dédicacer, si vous le souhaitez, les Alors, livres pas- que présente la bibliothèque, Oui. la librairie. Oui, oui, oui. Alors je ne dédicace pas les livres des auteurs Non. que j'ai cités. Hein. Ah ben non. Bah, je peux le faire si vous voulez, ça peut Je être pense qu'il rigolo. n'y a pas besoin de micro pour, si, pour la captation. Alors. Je passe à qui veut. Qui aurait une question? C'est toujours compliqué. Passez à la deuxième question. Claude? Merci. Vous avez évoqué le blé en herbe, le fait de le relire avec des années de distance, hein, et puis la déception peut-être. Ça n'a pas l'air de marcher, c'est pas grave. Vous lisez en général les livres que vous avez dans la bibliothèque. Je les lis. Vous les relisez? Oui, mais en fait c'était Bonjour Tristesse. Oui, mais les autres, en règle générale, Oui. ces livres-là, vous les relisez régulièrement ou- Oui, alors pas tous, tous parce qu'il y a d'autres livres à lire qui s'écrivent. Il y en a un que je relis régulièrement, enfin un ou deux. Le Petit Prince, je le lis tous les 5 ans. Parce que vraiment j'adore. Et je relis aussi régulièrement, mon livre préféré, c'est bizarre parce que j'en ai absolument pas parlé, c'est 100 ans de solitude. C'est un livre que je lis à peu près tous les 10 ans. Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Maintenant, mais il n'était pas là, il était en haut, il était dans la bibliothèque du haut, voilà. c'est pour ça. Il n'était pas présent. Mais oui, j'en relis, oui. Et j'ai relu aussi la série des Jalna, pour voir pourquoi j'avais Mazo été... de la Roche. Oui, Mazo de la Roche. Je les ai dévorés. Moi aussi, j'ai dévoré. Et je les ai relus et j'ai aimé. Mais j'évite de trop relire quand même, parce que d'abord, il y a tellement de livres à lire qui se publient maintenant, j'ai pas là, je me pose la question, même j'ai du mal, je me pose la question... À quel moment on arrête d'acheter des livres en se disant que de toute façon nous n'aurons plus le temps de les lire? Je me pose, c'est la même chose avec les chats. Je prends un chat jusqu'à quel âge? Sachant que le chat va vivre entre 15, 17, 18 ans. C'est-à-dire après 70 ans, est-ce que je prends un chat? Peut-être pas. Alors après 70 ans, est-ce que je vais acheter des livres? Je ne sais pas. Peut-être que là, je relirai les essentiels en fait, et qui ne sont pas toujours des classiques. Et vous vous demandez de temps en temps pourquoi vous les gardez si vous savez que vous ne les relirez pas? J'ai lu sur les réseaux sociaux quelque chose d'intéressant, même sur les livres qu'on achète et qu'on ne lit pas. On n'est pas obligé de les consommer tous, en fait. On peut... Vivre avec eux. Vivre avec eux, ouais. J'ai Oui. lu... Je me demande si c'est pas... c'est un écrivain qui parle de ça. Oui, ça me dit quelque chose. Ouais, oui. ouais, c'est vivre avec les livres. C'est rassurant de vivre dans un... Ouais, c'est pour ça que d'où le cercueil. Hein, je trouve que c'est rassurant de partir avec des livres. Ouais, pourquoi mais j'en donne quand je les achète en 3, 4, 5 exemplaires, parce que j'ai oublié que je les avais déjà achetés, parce que je les ai pas encore lus finalement, donc je les rachète. Là, je les donne. Je les donne ou je les... J'en offre quand même beaucoup, mais c'est vrai que j'offre beaucoup de poches. Mais comme ça, c'est spontané, c'est même pas pour un anniversaire. Hein. J'offre un livre, je vais chez quelqu'un, on va manger chez quelqu'un, j'amène une bonne bouteille, parce que ça c'est très important, et j'emmène des livres. Et si je dis il y a combien de convives, on me dit je sais pas, il y a 5 convives, et j'achète 5 livres de poche. Et puis je les mets sur l'assiette. En même temps que la serviette. Le cadeau d'invité. Ouais, je trouve que c'est bien ouais, j'aime bien. Qui aurait encore Mais j'en une jette pas, question? je peux pas jeter les livres, je les mets dans les boîtes à livres aussi. Je sais que vous avez ri quand j'ai dit que les livres que j'avais pas aimés, je les balançais dans les boîtes à livres. Mais je sais qu'il y a des gens qui aiment certains livres, on peut pas aimer tous les livres. Non? Oui. Vous posez la question de l'étonnement de certaines personnes qui n'ont plus de livres, qui ne montrent plus de livres chez eux. Moi, c'est souvent une question qu'on pose. Pourquoi tu les gardes si tu ne les lis pas? Parce que, comme a dit Hélène, c'est des compagnons. Ouais, Je crois que c'est ça. des C'est rassurant. Ouais, et puis c'est des objets aussi. Enfin, ça devient un objet. C'est beau un livre. Donc il y a des livres, il y a des belles couvertures. Il y en a, je les garde parce que j'adore leur couverture. C'est beau un livre. Donc oui, je peux pas me débarrasser des livres comme ça. C'est impossible. Ouais. Je pense qu'il y a peut-être le plaisir aussi des fois quand on est dans sa bibliothèque de sortir un livre, de dire, ah oui, celui-là, il y avait ça. Et puis on est heureux de le retrouver, mais on ne va pas le relire. C'est comme quand je parle des Indiens, là, je me dis, j'avais complètement oublié que j'avais la trilogie de Fergus, par exemple. Oui. Et c'est en cherchant Sagan que je tombe sur Fergus. Qui n'a rien à voir, bien évidemment, mais ils étaient là. Donc je me dis, et j'en ai eu qu'un sur les 3. Là, moi, j'ai pas avancé depuis. Hein. J'ai toujours lu un seul sur les 3. Ce sont aussi des marqueurs de notre vie qui passent. Ouais. Des moments. Oui. Du moment Oui. on a lu tel ou tel livre.
Oui, mais moi je mets une date sur les livres quand même. Alors pour ça, mais là quand j'ouvre le livre, c'est Un homme est mort d'Avodo et que je tombe sur une carte postale qui me dit rien du tout. J'avais pas commencé à écrire en plus, qu'elle date de 2001. Oui. Donc moi quand je publie ma première publication, c'est 2005. Donc je sais pas du tout ce que c'est. Je sais pas ce que ça fait là. Mais c'est très. Alors des fois on se souvient d'un truc, puis des fois non pas du tout. On se souvient où on l'a acheté. Pardon, excusez-moi. Non, c'est vrai, moi j'avais une question parce que vous m'avez surprise en me disant que votre dernier livre, c'est pas le même style que d'habitude. Non. Alors, ça c'est incroyable. Comment vous faites pour changer de style ? Enfin, qu'est-ce qui vous a... D'abord, pourquoi vous avez changé de style ? Et comment vous avez fait pour changer de style ? Enfin... Il y a des mystères de la création. Hein. C'est pas qu'on entretient les mystères, mais il y a des choses qu'on peut pas expliquer. Mais c'est pas la seule fois où je change de style, parce que dans La Malmort entre les dents, là j'ai essayé de plagier un peu le style Corbière en étant très parce que le sujet s'y prêtait pas. J'allais pas faire de la poésie avec excusez-moi l'expression, mais avec du cul. Je n'avais pas envie, je trouve que le sujet... En plus, je me suis beaucoup inspirée du DVD de Carole Rousseau-Polos où les prostituées lyonnaises parlent. Elles parlent pas comme dans des livres, elles parlent pas puis elles parlent de leurs conditions de vie. Je n'allais pas enjoliver la chose, même si par moment, je prends un peu des distances avant que les flics n'envahissent l'église, parce que c'est inévitable de toute façon. À un moment, je suis comme un drone peut-être, je suis comme un oiseau plutôt, parce que les drones n'existaient pas. Enfin, je suis comme un oiseau. Je prends un peu de hauteur pour décrire la ville de Lyon. Et là, je parle des deux fleuves qui se rencontrent, etc. Et là, j'ai pris un peu de hauteur. Et là, j'ai pas pu m'empêcher de faire un peu de poésie. Mais j'en ai pas mis trop de poésie parce que je savais que c'était pas l'endroit. C'est plus journalistique ou documentaire. Il y en a un peu de poésie dans les portraits des 5 femmes. Oui. En particulier chez les plus jeunes. Oui, chez Karen chez Karen et Valérie. Parce qu'il n'y a pas l'expérience, parce que voilà, il y a encore un peu de spontanéité, il y a encore un peu de fraîcheur, voilà, et là il y a une écriture poétique comme elle peut l'être dans les autres livres. Mais pas tous les personnages, parce qu'ils sont tous différents. C'est tous différents et ça donne à voir tous les cas de figure qu'on peut rencontrer dans la... Jusqu'à la prostituée qui le fait par plaisir. Qui le fait par plaisir, qui s'encanaille, qui est une bourgeoise, qui n'a pas du tout besoin de gagner sa vie avec son corps. Et elle le fait parce qu'elle est malade. Et elle, ça lui pose même problème que les autres se réfugient dans l'église. Oui, elle n'y va pas d'ailleurs. Elle n'y va pas. Elle n'y va pas, non. Oui, c'est très étonnant. Elle n'y va pas parce qu'elle veut continuer à tapiner, elle veut continuer son... Mais c'est même pas pour l'argent. Et quand elle le dit à Colette il faudrait presque qu'elle paye le client plutôt, faut pas le faire, c'est pas possible. Elle va tuer le métier, là. Elle va casser la grève, en plus. Ouais. J'avais un peu une deuxième question, mais à moins que vous ayez répondu pendant le reportage, mais je m'en souviens plus. Qu'est-ce qui a déclenché votre envie d'écrire ? Et pourquoi le thème du premier roman que vous avez écrit ? Qu'est-ce qui a déclenché votre... Là, c'était un peu le thème de l'enfance. C'est l'enfance. C'est pas mon enfance, parce qu'il faut pas dire... mais le déclencheur, c'était mon père. Il nous racontait beaucoup. Je suis l'aînée d'une fratrie fratrie. On est 3 enfants. Et mon père nous racontait à ma sœur et à moi, il n'y a pas beaucoup d'écart entre ma sœur et moi, il nous racontait des histoires. C'était vraiment le raconteur d'histoires. D'ailleurs, je dédicace mon premier livre à mon père, parce que c'est vraiment le faiseur d'histoires. En gallo, on dit le faisou. Il les fabrique. Et je me souviens que sur le chemin de l'école, et je pense que c'est ça qui a déclenché, sur le chemin de l'école, quand mon père nous emmenait en voiture au collège, au lycée, au collège, là, c'était le collège, la 6e, je me souviens, il prenait le prétexte de la nature. Il y avait un corbeau sur un fil électrique, et à partir de là, il disait, un corbeau sur un fil électrique se raconte une histoire. À vous. C'était à nous de donner la suite. Donc on racontait la nuit du corbeau, il avait passé une sale nuit, ou alors il avait une projection, il allait faire... Donc je commençais à raconter, ma sœur prenait la suite, mon père donnait sa petite version, et on continuait, et l'histoire devait être terminée avant d'arriver à l'école. Enfin, on arrivait à l'école, on avait terminé l'histoire. On faisait une chute, et fallait terminer. Et je crois que c'est la première... Il y avait ça, et puis mon père, il faisait encore autre chose. Il y avait des magnétophones, à l'époque, ça s'appelait magnétophone. Personne ne laisserait son téléphone
téléphone en forêt. Il laissait son magnétophone dans les bois, dans les forêts. J'habitais au milieu d'une forêt. Hein. Donc il laissait son magnétophone et la pellicule enregistrait tous les bruits de la nuit que nous n'entendons pas parce qu'on dort et qu'on n'est pas des animaux nocturnes. Et à partir de là, il ramenait après sa moisson de sons et il nous faisait écouter tous les sons en commentant. En commentant, nous on entendait, mais on ne voyait rien. Donc lui, il inventait une histoire à partir des sons. Donc c'est vraiment là, je crois que c'est ça qui a déclenché. Plus après, bien sûr, mon accès à la bibliothèque de mes parents, où là, je picochais partout, en fait. Je prenais partout. Un père formidable. Ouais. Même si le nom n'allait pas, le reste, il n'est pas responsable de son nom. Fantastique. Oui, c'est vrai que... Ouais. Non, mais après, le Chanu, je me suis amusée parce que le Chanu, c'est une déformation de le Chenu, qui veut dire le sage. Oui. Hein, donc voilà, j'aurais pu m'appeler Gilles le Sage. Les chats, ça nous parle. Oui, les chats sont importants pour Fabienne. C'est pour ça que je ne pars pas en vacances. Voilà. C'est grâce à eux que je ne pars pas en vacances. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je crois que tu dois être bien fatiguée. Oui. Il nous reste à te remercier infiniment. Merci de votre invitation. Merci.